Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3. Locale n'a aucune piste. Il interroge des amis et des membres de sa famille dans l'espoir de faire la lumière sur la cause de sa disparition. Toutes les personnes ayant des informations... On pense que l'homme que nous recherchons est un sadique narcissique qui surprend ses victimes avec des armes d'opportunité. Il voit ces armes comme les symboles de la vanité de ses victimes. Ensuite, des clous formant un hashtag, le caractère utilisé sur les réseaux sociaux pour identifier un sujet. Le tueur fait tout pour devenir célèbre en mettant en scène la légende internet de l'homme du miroir. Plus récemment avec l'affaire du Slenderman dans le Wisconsin cette année. Une affaire où 2 jeunes filles ont poignardé leur meilleure amie parce qu'elles pensaient qu'elles deviendraient les disciples d'un être mystique. Bonjour, bonsoir. Il est imaginaire. Il n'a pas de visage. Et pourtant, c'est une célébrité depuis déjà une dizaine d'années. Bienvenue dans une nouvelle nuit blanche consacré au kidnappeur d'enfants, le Slenderman. Toi aussi tu fais des cauchemars? Tu rêves de quoi? Rien de spécial, c'est cette vidéo. Au micro, Anne Flamand, Michael Marquet, à la réalisation, Franck Pourpry. Tu m'as choisi, moi! Nuit blanche, une nouvelle histoire vraiment bizarre à découvrir, à écouter tous les soirs de pleine lune. Une lune dont la blancheur blafarde découpe comme une ombre sur vos visages déjà effrayés. Cette ombre, c'est la silhouette élancée de cette créature en habit noir, le Slenderman. Il se rapproche lentement dans la nuit de vos corps et de vos esprits. Il sait où vous trouvez, il connaît vos pensées et il est bien difficile de lui échapper. Alors la bonne question à vous poser est de savoir si vous allez appuyer sur pause ou continuer à nous écouter. Serez-vous peut-être, on ne sait jamais, la prochaine victime de cette légende urbaine, de cette création maléfique et collective qui se moque bien d'être au final qu'une légende, puisqu'en parler, puisqu'évoquer son nom, c'est déjà le faire entrer dans notre réalité. Le Slenderman a beau s'être hissé au rang de mythe ou de légende urbaine, c'est un mythe incroyablement jeune. Il n'est pas issu d'une obscure légende celte, ce n'est pas une figure du folklore balkanique. Le Slenderman est un personnage totalement imaginaire, né dans les pages d'un forum d'internet. Nous sommes prêts pour la connexion. On peut y aller ? Nous sommes en 2009. Le site web Something Awful existe déjà depuis 10 ans. C'est un site relativement populaire. Richard Kianka, son créateur, y poste des articles de blog et les différents forums du site rassemblent jusqu'à 100 000 utilisateurs dans ses différentes sections. Le credo de Something Awful, c'est le mauvais goût, le cynisme, les blagues pourries et les détournements. Sur les forums de Something Awful, des utilisateurs lancent régulièrement des concours de manipulation d'images. C'est ce qui se passe le 8 juin 2009. Un utilisateur du forum lance un nouveau sujet de discussion qu'il intitule « Créer des images paranormales ». Ok, j'y suis. Son premier post commence comme ceci. « Ça fait un moment que créer des images paranormales est l'un de mes passe-temps. Parfois, je tombe sur des sites web bizarres qui montrent des photos étranges. Et je me suis toujours demandé si c'était possible qu'une de mes photos retouchées atterrisse dans un livre, dans un documentaire ou sur un site juste en la diffusant sur le web. Qu'elle s'accompagne ou non d'une histoire inventée. Et donc, est-ce qu'on en crée plein ? C'est ça, copie les fichiers sur mon disque. En 2019, une telle proposition, qui vise explicitement à créer de fausses images dans le but de manipuler d'autres utilisateurs d'Internet, une telle proposition susciterait sans doute quelques remontrances. Mais en 2009, elle provoque l'enthousiasme des usagers de Something Awful.
Les images étranges se multiplient entre des histoires de campeurs retrouvés morts dans des circonstances indéterminées et une photo du fantôme de Kennedy. Le 10 juin, soit 2 jours après le lancement du concours, 2 photos apparaissent dans le fil de discussion qui vont emporter l'adhésion du forum. Oui. Est-ce que tout est en place? Regarde, c'est la photo que tu as montrée à ton collègue. Tu vois qui dessus? L'auteur de ces clichés retouchés s'identifie par le pseudo Victor Surge. Il poste 2 photos en noir et blanc, représentant à chaque fois un groupe d'enfants. La première photo semble avoir été prise sur un chemin forestier. On voit une cabane et des arbres tout au fond. La photo représente une dizaine d'enfants âgés de 13 ou 14 ans, en train de marcher en groupe en direction du photographe. Au premier plan, dans le coin droit de la photo, un jeune garçon, cheveux mi-longs, embonpoint léger, visage renfrogné. Il lance un regard noir vers l'objectif. Son attitude menaçante crée chez le spectateur une certaine impression de malaise. Au second plan, un couple de préados regarde eux aussi vers le photographe. Elle, pantalon clair taille haute, t-shirt noir rentré dans le pantalon, longs cheveux noirs. Lui, pantalon et chemise sombre, le col ouvert sur un torse glabre, les cheveux humides de transpiration. Aucun de ces 3 personnages ne sourit. À l'arrière, les autres sujets sont flous. Tout au fond, derrière le groupe d'enfants, une grande silhouette se dresse et les dépasse de toute sa hauteur. L'homme doit être proprement gigantesque. On dirait que les enfants ne dépassent pas la hauteur de sa taille. On devine la forme d'une tête grâce à un ovale blanc, prolongé d'un autre ovale blanc qui semble être une chemise. On devine également une main droite, posée sur sa poitrine, et des formes noires qui figurent les membres de ce personnage fantomatique. La première photo s'accompagne d'une légende. Sous sa création, Victor Surge écrit « Nous ne voulions pas y aller. Nous ne voulions pas les tuer, mais son silence persistant et ses longs bras tendus nous horrifiaient et nous rassuraient tout à la fois. » 1983, photographe inconnu, présumé mort. Le deuxième photomontage posté par Victor Surge est tout aussi réussi, pour autant qu'instiller un profond sentiment d'angoisse puisse être considéré comme une réussite. La photo semble avoir été prise dans une banlieue résidentielle, si on se réfère au toit plat des pavillons en arrière-plan. Nous sommes dans un parc, ou près d'une aire de jeu. On y voit surtout des petites filles d'environ 7-8 ans. Celle au premier plan est en train de grimper à l'échelle d'un toboggan. Elle porte un jean, un t-shirt blanc, une frange et des yeux malicieux. Elle tourne la tête vers le ou la photographe et elle lui sourit. À quelques mètres derrière elle, une deuxième petite fille en robe sombre s'approche à son tour du toboggan. Une troisième court dans le coin droit du cliché, un peu en retrait. Un autre groupe de fillettes se trouve en retrait. Elles se livrent à une activité non identifiée à l'ombre d'un grand résineux. C'est là, tapis dans l'ombre du grand arbre, que notre regard est attiré par une forme inquiétante. Il s'agit d'un homme proprement gigantesque. La tête des enfants ne dépasse pas le haut de sa cuisse. Il porte ce qui ressemble à un costume noir, avec chemise blanche et cravate noire. Son visage est indiscernable. Détail des plus bizarres, ses bras semblent se terminer non pas par des mains, mais par des branches ou par des tentacules. Dans le coin supérieur droit, la photo porte ce qui ressemble à un sceau officiel. Bibliothèque de la ville de Stirling, collection des études locales. Vous avez développé ces photos vous-même? Oui. Est-ce que les journalistes ont vu ça? Pas encore. Ne les montrez pas. La légende que libelle Victor Surge pour ce second cliché se réfère à ce coup de tampon. Sur le post du forum de Something Awful, il écrit « L'une des 2 photos retrouvées après l'incendie de la bibliothèque de Stirling, connue pour avoir été prise le jour où 14 enfants ont disparu et pour ce qu'on appelle le Slender Man. » Les autorités attribuent la distorsion à des défauts de la pellicule. L'incendie de la bibliothèque a eu lieu 1 semaine après la prise de cette photo, saisie comme preuve dans l'enquête.
1986, photographe Marie Thomas, portée disparue depuis le 13 juin 1986. Cette photo a été prise avec un temps de pause. Elle ne montre que ce que l'œil a vu. Celle-ci, par contre, a été prise au flash. Sur les photos de Victor Surge, le travail de retouche est à la fois suffisamment suggestif et suffisamment flou pour emballer l'imagination de tout un chacun. Mais en ajoutant des légendes assez clichés, en créant un contexte, en nommant sa création et en faisant une figure liée à de mystérieuses disparitions d'enfants, il donne corps à ce personnage de cauchemar. Il transforme de simples photos en une œuvre de fiction. Victor Surge ne le sait pas encore, mais il vient de créer un monstre. It's moving. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Chaque créature a son créateur. Pour Frankenstein, c'est la romancière Mary Shelley. Pour le comte Dracula, c'est l'écrivain britannique Bram Stoker. Pour le Slenderman, c'est donc un certain Victor Surge. Victor Surge est un peu comme le Slenderman. Il avance masqué, car Victor Surge, tout comme le monstre svelte, n'existe pas dans la réalité. Victor Surge est un pseudo utilisé par un certain Erik Knudsen, dont la véritable identité sera révélée dans un tweet datant de juin 2014, soit quelques jours après une tentative de meurtre liée au personnage du Slenderman et impliquant 3 jeunes adolescentes que nous allons tout à l'heure en détail vous raconter. On peut contacter le Slenderman. Et pourquoi on ferait ça? La toute première interview de Victor Surge remonte à 2010. C'est sur le site knowyourmeme.com qu'on en apprend un peu plus sur lui. Sans jamais révéler sa véritable identité, Erik confie que Victor Surge est un pseudo qu'il utilise sur différents sites et forums depuis 1999. Qu'il aime les écrits de Howard Phillips Lovecraft, la nouvelle The Mist de Stephen King, les textes surréalistes de William S. Burroughs et les jeux vidéo de survie comme Resident Evil. On comprend mieux, avec toutes ces références, d'où notre mystérieux Slenderman tire ses origines. Un monde mystérieux et mystique, entre le réel, le virtuel et le surnaturel. Après plusieurs heures de recherche, il faut bien avouer que Victor Surge, ou plus précisément Erik Knudsen, est un homme plutôt discret, pour ne pas dire une créature de l'ombre comme le Slenderman. On ne sait que peu de choses sur cet Américain de 38 ans, originaire de la région de Chicago. Il a vécu quelque temps à Nagasaki au Japon. Il dit sur sa page DeviantArt, toujours en ligne, qu'il est né un 19 janvier. D'après le journal The Sun, il vit depuis 2014 avec sa femme et leur enfant en Floride. On apprend aussi qu'il s'est marié en 2011. Erik explique qu'il n'aurait jamais pu imaginer, en juin 2009, lors de la publication des photos en noir et blanc du Slenderman, que son personnage deviendrait une série, un film, des jeux vidéo, d'autres objets médiatiques et de multiples histoires effrayantes et angoissantes qui ont la capacité de s'auto-alimenter et de s'auto-documenter via la contribution d'internautes, de graphistes, de cinéastes, qu'ils soient amateurs ou confirmés. Alors, on est sur le dernier site qu'elle a visité. Et maintenant, qu'est-ce que je cherche? Là, clique dessus. D'accord.
Voici ce que disait déjà 8 ans avant la sortie du film Slenderman, Erik Knudsen, sous le pseudo de Victor Surge, dans son interview sur le site Know Your Meme. C'était incroyable de voir les gens créer leurs propres histoires du Slenderman pour entretenir son existence. Selon moi, une légende urbaine nécessite un public qui ignore son origine et se perpétue avec des sources invérifiables de 3e, voire de 4e main. Sur Internet, chacun peut connaître son origine sur les forums. Et ce qui est amusant, c'est qu'en dépit de cela, le Slenderman parvient néanmoins à se démultiplier. Oui, déjà à l'époque, en 2010, le personnage du Slenderman se propage comme un virus dans les têtes et sur la toile, prêt à terroriser le monde entier. C'est d'abord là où il est né, sur le forum de Something Awful, que le mythe de Slenderman grandit. Les jours qui suivent sa création, devant l'enthousiasme suscité, Victor Surge ou Erik Knudsen poste d'autres photos et continue d'enrichir son personnage. Rapidement, d'autres utilisateurs du forum s'en emparent à leur tour. Slenderman devient le héros malsain d'un nombre de plus en plus important de photos retouchées et d'histoires effrayantes. Vérification de l'identité, accès autorisé. Le 12 juin 2009, 2 jours à peine après la création de Slenderman, un certain Lich Code 5 publie une photo d'un immeuble en feu avec une histoire faisant référence au Slenderman. Quelqu'un crée une représentation de faux hiéroglyphes où apparaît la figure allongée de Slenderman, comme pour le placer dans l'Antiquité. C'est que des noms de villes, des dates et d'autres trucs. Clique sur un autre. Quelques jours plus tard, un autre utilisateur publie une histoire à propos de Der Grossmann, un personnage soi-disant issu d'une légende allemande du XVIe siècle et qui serait un précurseur de Slenderman. La créature de Victor Surge devient la star du fil de discussion lancé sur Something Awful. Le fil est aujourd'hui toujours actif et il atteint plus de 46 pages. Pourtant, l'homme sans visage va très vite dépasser le cadre du forum qu'il a vu naître. Il colonise d'abord les autres forums d'Internet, comme 4chan. Il devient le personnage central de fanfictions, des œuvres de fans qui lui rendent hommage. Slenderman est au centre de plusieurs centaines d'illustrations, de bandes dessinées et d'œuvres littéraires sur des sites comme DeviantArt. Vas-y, dis-le. Vas-y. Je suis le Slenderman. Oh, les mecs. Chut. Regardez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends. J'ai trop la trouille. J'ai peur. Il est là. Cours. Oh merde, les gars, il est là. Là. 10 jours à peine après sa création, le 20 juin 2009, Slenderman devient même le personnage central d'une série intitulée Marble Hornets. Où es-tu? Au départ, Marble Hornets est le titre du film d'un étudiant en cinéma, un certain Alex Crowley. Mais Alex interrompt le tournage au bout de 2 mois à peine. Son ami Jay, qui n'aime pas le gaspillage, lui demande de lui confier ses rushs. Après une discussion houleuse, Alex confie ses cassettes à Jay, à l'unique condition qu'il ne lui reparle plus jamais de cette histoire. Jay récupère les cassettes, il les range dans une armoire et il les oublie. Comment la boîte de film est-elle arrivée ici? 3 ans plus tard, il retombe dessus, commence à les visionner et il publie les passages qu'il trouve intéressants. Jay découvre alors un étrange personnage sur les vidéos et il décide de partir à la recherche d'Alex, dont il est sans nouvelles depuis 3 ans. L'intrigue de Marble Hornets rappelle étrangement celle du projet Blair Witch. Elle s'appuie sur l'idée des images retrouvées par hasard, et comme dans le projet Blair Witch, les prises de vue sont réalisées caméra à l'épaule, selon une esthétique volontairement amateuriste. Dans Marble Hornets, le Slenderman est appelé The Operator, mais pourtant, aucun doute, c'est bien lui dont il s'agit.
Marble Hornets s'étale sur 3 saisons, de 2009 à 2012, soit environ 130 épisodes, pour une durée totale de plus de 9 heures. Si l'absence de scénario digne de ce nom et la réalisation parfois poussive impliquent un certain courage pour en regarder l'intégralité, la série totalise tout de même 1,5 million de spectateurs en moyenne pour sa première saison. Elle popularise surtout un certain nombre d'idées autour de la figure de Slenderman. Dans Marble Hornets, le Slenderman est capable de se téléporter et d'apparaître à sa guise. Il peut deviner les intentions des gens. Il est capable d'effacer leur mémoire. Il peut susciter des hallucinations. Il est capable de torturer ses victimes psychiquement et physiquement. Et surtout, il peut obliger des individus à tuer pour son compte. C'est dans Marble Hornets que l'idée que Slenderman puisse avoir des émissaires voit le jour et se popularise. Je savais qu'il était là bien avant de le voir. Dans le sillage de Marble Hornets, plusieurs autres séries seront créées autour de la figure de Slenderman, comme Everyman Hybrid ou Tribe 12. On crée aussi des jeux vidéo comme Slenderman The 8 Pages. Dans le jeu Minecraft, d'obscurs personnages tout noirs, avec de grandes jambes et de grands bras, font aussi leur apparition. Ils sont baptisés Enderman. Ce qui est frappant, c'est que la plupart de ces créations autour du Slenderman sont l'œuvre de fans. L'homme inquiétant au visage absent crée autour de lui une véritable émulation, une communauté qui se retrouve sur la toile pour que chacun puisse ajouter à l'édifice sa pierre pétrie d'horreur et d'angoisse. Vous avez vraiment essayé d'invoquer Slenderman? Pourquoi? Nous, on a eu la trouille. T'as eu la trouille? Moi, j'ai eu la trouille. T'es le seul? Je me souviens. Il a totalement flippé. Flippé à mort, alors arrête. J'ai pas flippé, moi. D'après Andrew Peck, professeur assistant à l'université de Miami, ce qui fait le succès du personnage de Slenderman, c'est justement sa nature collaborative. Il émerge à travers de multiples histoires, ses motivations sont relativement floues et chacun peut se l'approprier pour créer de nouvelles histoires. Cette capacité des utilisateurs à puiser dans un réservoir d'idées tout en apportant les leurs a contribué à créer une culture de la collaboration autour de Slenderman. Si c'est un personnage aussi populaire, c'est parce qu'il permet à la fois une forme d'interaction sociale et un acte de création individuelle. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que t'as vu? Et toi, t'as vu quoi? J'en sais rien, Moi non plus, j'en sais rien. Plus rien ne semble arrêter le Slenderman, qui se réinvente chaque jour et chaque nuit dans des vidéos, des images et des histoires de plus en plus effrayantes. Il est protéiforme, il est la chose, la muse, le monstre des internautes, des créatifs, des cinéastes. À la fois tellement présent et tellement insaisissable. Tous les ingrédients sont là pour faire de lui une légende urbaine, mieux encore, un creepypasta. C'est-à-dire une légende urbaine qui se propage via Internet. La BBC décrit d'ailleurs le Slenderman comme le premier grand mythe du web. Creepypasta est un mot valise anglophone qui n'a pas d'équivalent ou de traduction en français. Il est formé des termes creepy, qui veut dire effrayant, et de copypaste pour copier-coller. Le mot creepypasta tire son origine de copypasta, un terme né sur le forum de discussion 4chan en 2006. Il a un dispositif WRT et un routeur Onion. Il peut transférer des données cryptées en restant complètement anonyme. Son adresse IP n'apparaît nulle part. Quelqu'un a dû lui dire comment configurer le programme. Frédéric Maheu, un artiste multimédia, explique sur le site de Radio-Canada que copypasta désigne un bout de texte facile à copier-coller et souvent utilisé, un peu comme des chaînes de courrier électronique, mais avec une tournure humoristique. Tandis que le creepypasta est sa version horrifique. Et il ajoute:
Aujourd'hui, creepypasta est devenu un terme fourre-tout pour décrire des légendes urbaines du web. Mais à la base, cela décrivait des récits d'horreur qui se modifiaient au fil de leur transmission. On avait raison. Dans la mémoire cache, il reste quelques fragments du virus. Mais c'est corrompu. On aura peut-être son adresse IP, mais il y a beaucoup trop de trous. Sans nul doute, le creepypasta le plus célèbre à l'heure actuelle, c'est le Slenderman, même s'il en existe bien d'autres qui hantent avec plus ou moins d'efficacité forums, blogs, plateformes de vidéos et réseaux sociaux. Avec l'amplification du phénomène, sont apparus des sites et des forums spécialisés, comme Creepypasta from the Crypt ou encore creepypasta.com. Pour chaque histoire, les récits peuvent être partagés, modifiés, devenir des vidéos, des photos, des dessins. Il faut juste que cela ait l'air réel, tout en gardant une dimension effrayante ou surnaturelle. Preuves, montages, enquêtes, récits, documents, archives, photos, vidéos. Comment démêler le vrai du faux? Et si après tout, cette figure humanoïde, longiligne, habillée de noir, avec de longs membres et un visage blanc, hantait peut-être réellement la chambre de nos enfants et nos écrans? N'oublions pas que le véritable enjeu des creepypasta, c'est de faire passer une histoire bizarre du statut de récit à celui de document. Il y a donc une volonté presque malsaine de jouer avec notre faculté de discernement. On pense, surtout à tort, ne jamais pouvoir tomber dans le panneau. Mais voici d'autres exemples de faux qui jouent avec le vrai et qui ont semé le doute chez de nombreux internautes, et pas seulement des enfants ou des adolescents. Premier exemple, les théories du complot qui pullulent sur Internet. Deuxième exemple, les fake news à l'origine de nombreux scandales et que tentent à présent d'endiguer les réseaux sociaux. Troisième exemple, les courriers électroniques de phishing, où des pirates essaient de se faire passer pour un organisme légitime et authentique, comme votre banque, afin de vous soutirer des informations dites sensibles. Avec cette mise en perspective, on prend vite conscience qu'Internet est un formidable outil d'ouverture sur le monde, d'accès à la connaissance, un espace de savoir et de partage, mais aussi un vaste territoire aussi menaçant que le Slenderman, entre cybercriminalité, harcèlement, prédateurs sexuels et escroquerie. Transférons son argent dans mon compte. Virement effectué. Tout est dans mon compte en Suisse. Il n'y a plus rien dans les siens. Ok. Sommes-nous toutes et tous protégés contre ce genre d'agissement? La réponse est clairement non. Personne n'est totalement à l'abri du danger. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. C'est une mauvaise journée pour toi. Alors, imaginez à présent ce qui peut se passer dans la tête de deux jeunes adolescentes américaines, vulnérables, influençables, lorsqu'elles croisent un jour, ou peut-être une nuit, sur la toile, pour la première fois, la silhouette du Slenderman. Voici l'affaire Morgan Geyser et Anissa Weier. Elle m'a tout expliqué, il entre dans ta tête comme un virus. Quel genre de virus? Comme un virus informatique qui infecte ton disque dur, mais là, à la place du disque dur, c'est ton cerveau. Tu devrais essayer de te calmer un peu. Non, écoute-moi. Une fois que le virus est en place, il te tient, t'es cuite. Il peut te hanter, te rendre folle. Ou il te fait disparaître comme... Comme quoi? Nuit blanche, couleur 3. I feel the universe within. Aux États-Unis, dans la région des Grands Lacs, l'État du Wisconsin s'étend de la rive ouest du lac Michigan jusqu'à Minneapolis.
Le Wisconsin est un État relativement prospère, connu d'abord pour sa production de produits laitiers. Milwaukee, la capitale de l'État du Wisconsin, a peu à peu absorbé les petites villes des alentours pour former une immense région métropolitaine qui s'étale sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. L'une de ces villes périphériques se nomme Waukesha, et c'est là, dans une banlieue résidentielle où s'alignent les petits pavillons et les clôtures blanches, que Morgan Geyser et Annie Sawyer se lient d'amitié. Morgan est le premier enfant de Angie et Matt Geyser. Sa venue au monde est une surprise pour ses parents, mais Morgan grandit néanmoins dans un foyer aimant et uni. Des yeux pétillants, des longs cheveux blonds, Morgan semble être une petite fille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans le documentaire Beware the Slender Man, tourné par la chaîne américaine HBO, sa mère la décrit pourtant comme une personnalité à part. Depuis son plus jeune âge, Morgan fait les choses à sa manière, sans trop se préoccuper du regard des autres, ce qui est au fond plutôt une bonne chose pour une petite fille, même si ça ne l'aide pas vraiment à se faire des amis. Morgan est une petite fille solitaire, mais fait plus étrange, ses réactions laissent parfois ses parents perplexes. La première fois que Morgan voit le dessin animé Bambi, elle n'a tout simplement aucune réaction de tristesse quand la mère de Bambi meurt sous les balles des chasseurs. Elle ne montre aucune empathie. Mais même si ses parents réalisent que ce ne sont pas des réactions habituelles, Morgan est calme, douce et gentille. Elle ne montre aucune propension à la violence et ses parents ne s'alarment pas outre mesure. Pareil pour son attrait envers les histoires étranges. Morgan parle à ses parents de son intérêt pour Slender Man, mais sa mère, elle-même grande lectrice des romans de Stephen King quand elle avait le même âge, ne voit là aucune raison de s'inquiéter. Réveille-toi! Chérie, ça va aller, ma chérie, ça va aller. Papa et maman sont là. On est là. Tout va bien, ma puce, on va rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en sortir. On va trouver un moyen. Je suis sûr qu'on va trouver. Non. Non. Elle l'a encore dit. Les parents d'Annie Sawyer non plus n'ont, a priori, aucune raison de s'en faire. Regarde-moi. Je brûle. Anissa est la fille de Bill et Christy Wyer. Elle a aussi un frère et une sœur. La famille Wyer a traversé des moments difficiles. Ça ne marche plus entre Bill et Christy et ils se séparent en 2012. Anissa passe la plupart de son temps dans la maison de son père. C'est une petite fille qui aime le rose, son chat Tiger et qui aime chanter. C'est aussi une petite fille qui a de la peine à se lier avec les gens de son âge. À part sa famille, la vie que mène Anissa la laisse relativement isolée. À l'école, la vie d'Anissa est des plus compliquées. Elle n'a pas d'amis, ses camarades de classe se moquent d'elle et elle passe la plupart du temps seule. C'est une petite fille triste et solitaire. Ça me fait peur, maman. Ma puce, tu ne te souviens pas avoir dessiné Qui a fait ça? Ça va, ma puce, tout va bien. Maman, qui a dessiné ça? Ça va aller, ma chérie. Maman est là. Tout comme Morgan, Anissa nourrit un intérêt pour les histoires effrayantes. Elle trompe sa solitude en ligne, en lisant sur Internet les histoires de Slender Man. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qui c'était? J'ai déjà vu cette femme. Même les ténèbres ne veulent pas d'elle. Elle a perdu sa fille, elle aussi. Quoi? Les pécheurs méritent de perdre leur progéniture. Anissa et Morgan se rencontrent quand elles ont 11 ans, au début de leur 6e année d'école. Elles ne sont pas dans la même classe, mais elles fréquentent la même école et vivent dans le même quartier. C'est donc à bord du bus scolaire qu'elles commencent à sympathiser. Ce sont deux gamines solitaires et elles sont absolument ravies de trouver enfin une personne de leur âge qui les comprenne. Anissa et Morgan deviennent de très bonnes amies. On pouvait se présenter devant lui. Ce qu'il faut faire, c'est lui remettre quelque chose un objet personnel, un objet auquel nous tenons vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Deux meilleures amies et une tragédie. Une amitié qui bascule dans la peur, puis l'horreur, lorsqu'entre en scène le fameux kidnappeur d'enfants sans visage. Anissa, toujours très solitaire et sensible, passe beaucoup de temps à la maison sur sa tablette numérique offerte par sa mère.
C'est en découvrant le site creepypasta.wikia.com qu'en décembre 2013, Anissa Weier fait sa toute première rencontre avec la créature qui va changer définitivement le cours de sa vie, le Slender Man. Creepypasta Wiki, un site qui, depuis l'année 2010, héberge les histoires les plus effrayantes du net. Elles sont écrites par des internautes, des anonymes, dans le seul but de faire peur aux lecteurs. Parfois, elles sont totalement fictives, parfois inspirées d'un fait réel ou de vieilles légendes. On en trouve plus de 11 000 en ce début d'année 2019. On cherche quel genre d'individu? Un homme, d'après la victime, plus grand que la moyenne, avec une déformation faciale, apparemment. Le gosse dit que son agresseur a surgi de la forêt, mais qu'il n'avait aucune arme et qu'il a fait ça à main nue. Il affirme que le tueur les a littéralement dépecés, uniquement avec ses mains. Quoi? Parmi les récits les plus célèbres, il y a celle du croque-mitaine des temps modernes. Une histoire presque sans fin, puisque collaborative, participative, et comme le Slenderman ne parle pas, il est aisé de parler pour lui, en son nom, en donnant à sa légende diverses caractéristiques ou interprétations. Des récits angoissants, des photos cauchemardesques, des vidéos oppressantes, des preuves plus vraies que nature, comme des pièces à conviction, des rapports, des liens que l'on trouve sur ce wiki transmédia, accessible à toutes et à tous. Ouais, mais quand on a regardé cette vidéo, ça nous a tout affecté. Il s'est passé quelque chose, je l'ai bien senti. Moi, j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu non plus. Est-ce que j'ai dit que je l'avais vu? J'ai dit que je l'avais senti. Et je suis sûre que vous aussi. Très vite, Anissa est à la fois fascinée et terrifiée par ce qu'elle voit et ce qu'elle lit sur le Slenderman. Un humanoïde qui est à la fois partout et nulle part, qui peut lire dans vos pensées, qui s'attaque essentiellement aux enfants, mais qui peut aussi tuer toute une famille en quelques secondes. C'est en tout cas ce qu'elle racontera aux enquêteurs le jour même de la tentative de meurtre sur son ami Peyton Leutner. Oui, la fascination tourne vite à l'obsession et la paranoïa. Anissa est convaincue qu'elle ne pourra pas lui échapper. Pendant son audition au poste de police, elle rapportera que le Slenderman s'est introduit dans ses rêves, ou plutôt ses cauchemars. Elle explique qu'on peut le voir quand d'autres ne le voient pas. Anissa va donc très vite se confier à Morgan à propos de l'existence du Slenderman. Elle sait qu'elle prend un risque, le risque d'être ridiculisée, moquée par son ami. Mais il y a une chose à laquelle peut-être Anissa ne s'attendait pas. La réaction de Morgan, qui va s'écrier complètement paniquée. « Oh, mon Dieu, je le connais. Je l'ai vu lorsque j'avais 5 ans. » C'est lui. C'est lui. À partir de ce moment précis, le piège se referme sur les deux fillettes, tout comme les bras tentaculaires du Slenderman. Elles valident l'une avec l'autre leurs croyances obscures, leurs recherches sur Internet, leurs récits imaginaires et pourtant si réels. Allez, il y a quelqu'un. Reste là, d'accord? Tu bouges pas. Morgan et Anissa se sentent traquées. Elles savent qu'il est là à les observer, et qu'à tout moment, elles pourront être les prochaines victimes du Slenderman, qui joue une fois de plus sa partition mortelle sur le mode de l'attraction et de la répulsion. Oui, c'est à partir de ce mois de décembre 2013 que le duo va devenir trio. Il est ici. Début 2014, personne dans l'entourage des filles ne semble encore s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond, qu'un personnage imaginaire et obscur né sur Internet est en train d'envahir dans des proportions alarmantes le quotidien d'Anissa et de Morgan. Matt Geyser, le père de Morgan, est loin de se douter qu'un drame se profile à l'horizon. En avril 2014, il photographie un dessin de sa fille représentant le Slenderman, un dessin réalisé au crayon noir sur un bout de serviette en papier pendant un dîner. Matt le trouve tellement charmant qu'il le publie sur son compte Instagram. Il faut dire que papa est fan de gothique
de death metal et du folklore satanique qui s'y rattache. Son pseudo est Dead Boy 420. Quelle étrange famille, quelle étrange histoire. C'est comme un cauchemar. Disons. Je crois que ça m'est déjà arrivé. Non, une terreur nocturne, c'est un cauchemar très spécial. Oui. Et on s'en rappellerait si tu en avais déjà eu. Fais pas ça. Rapidement, Morgan et Anissa basculent dans une sorte de réalité alternative. Une réalité certes effrayante, mais en même temps tellement captivante et excitante. Être tout à coup en connexion avec une célébrité comme le Slenderman, c'est aussi se sentir désiré, convoité, et donc importante. C'est aussi pouvoir se relier à un personnage qui semble, d'après certains récits, avoir souffert lui-même de la cruauté des autres, étant petit. À bien y regarder, avec le Slenderman, les deux amies ont enfin ce qu'elles désirent profondément depuis longtemps. Être acceptées par quelqu'un d'autre, sortir de ces sentiments d'isolement et de rejet que beaucoup de jeunes filles peuvent ressentir au moment de l'adolescence. Mais cette acceptation a un prix, le prix du sang. De lecture en recherche, Morgan découvre qu'il serait possible d'entrer dans le cercle intime du Slenderman en devenant son émissaire, son serviteur. Elle propose l'idée à Anissa, qui très vite accepte la proposition et demande ce qu'il faut faire. La réponse de Morgan est on ne peut plus claire. Il faut tuer Bella. Bella, c'est le surnom de leur ami, Peyton Leutner. Toujours d'après les recherches de Morgan sur Internet, lorsque vous commettez un crime au nom du Slenderman, il vous ouvre alors les portes de son château. Un château dans lequel sont censés vivre tous les personnages des creepypasta. On n'a jamais eu de secret entre nous. Et qu'est-ce que t'en sais? Ce château est caché au milieu d'une immense forêt de 1500 km², celle du parc national de Nicolet, qui se trouve dans l'État du Wisconsin, à environ 300 km au nord-ouest de la petite ville de Waukesha, où résident Peyton, Morgan et Anissa. C'est donc décidé, Morgan et Anissa vont rejoindre ce qu'on appelle le Slenderverse, c'est-à-dire l'univers du Slenderman, et lui prêter allégeance pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Le pire qui reste à venir. Quand on a 12 ans, on apprend à se méfier de beaucoup de choses. Vos parents vous mettent en garde contre les inconnus qui se montreraient un peu trop sympathiques ou trop entreprenants. On apprend à se méfier des brutes qui veulent vous racketter votre argent de poche. On apprend à se méfier des gens qui cherchent à vous faire des bêtises contre votre volonté. Mais jamais on ne vous met en garde contre les amis qui cherchent à vous tuer. Peyton Leutner est une fille de 12 ans brune, un peu rondelette, qui aime la vie et passer du temps avec ses copines. L'une de ses amies, c'est Morgan Geyser. Elles se connaissent depuis la classe de 4e, depuis qu'elles ont environ 9 ans. Elles se disent meilleures amies. Elles vont jouer au parc ensemble.
Au début de la 6e, Morgan rencontre Anissa et logiquement, elle lui présente Peyton. Le trio s'entend bien, elles passent du temps ensemble et elles rigolent beaucoup. Elles vivent dans leur univers. Au début du mois de mai 2014, les 3 filles commencent à organiser la fête pour les 12 ans de Morgan. Le programme de la soirée est vite trouvé, ce sera patin à roulettes et soirée pyjama. À aucun moment, Peyton ne se doute qu'il y a un dernier volet à cette soirée en apparence innocente. Morgan et Anissa ont décidé de profiter de l'anniversaire pour la tuer. Difficile de savoir laquelle des 2 fillettes entraîne l'autre dans ce plan macabre. Lors de leurs interrogatoires respectifs, chacune rejette la faute sur l'autre. Pour Anissa, c'est Morgan qui a l'idée de faire d'elle des émissaires de Slenderman. Pour Morgan, c'est Anissa qui lui répète sans cesse qu'il est nécessaire de tuer Peyton. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est Slenderman lui-même qui a soufflé le nom de leur future victime. L'anniversaire de Morgan a lieu le 30 mai 2014. La soirée se déroule tout à fait normalement. Elle commence par une session de patin à roulettes. Sur une photo prise ce soir-là, on voit les 3 filles, patins aux pieds, assises côte à côte sur un banc. Elle sourit. Anissa mange une sucette. Peyton semble heureuse, sanglée dans un ensemble jaune canari à paillettes. Après leur tour en patin, les filles rentrent chez les parents de Morgan. Elles passent un moment à jouer chacune sur leur tablette. Peyton en toute innocence, les 2 autres ont une idée derrière la tête. Le plan est simple. Attendre que Peyton s'endorme, la tuer, cacher son corps sous des couvertures et s'enfuir. Mais au dernier moment, Morgan recule. Elle ne veut pas tuer son amie cette nuit. Elle veut qu'elle vive encore un matin. Quand un inspecteur lui demande pourquoi plus tard, pendant son interrogatoire, Morgan répond qu'elle aurait aimé reculer le moment de tuer Peyton indéfiniment. Mais Slenderman ne lui laissera pas le choix. Quoi qu'il en soit, les filles passent finalement une soirée pyjama des plus ordinaires et tout le monde finit par s'endormir tranquillement. Le lendemain matin, les filles ont l'air heureuses et détendues. Elles jouent ensemble, elles rient. Rien, absolument rien, ne laisse présager le drame qui se prépare. Vouloir commettre un meurtre est une chose. Passer à l'acte en est une autre. Surtout lorsqu'on a seulement 12 ans. Une première tentative d'assassinat lors de la soirée pyjama du 30 au 31 mai 2014 ayant échoué, un second plan, un second piège est élaboré, toujours en secret. Nous sommes le samedi 31 mai 2014. Il est 9h du matin quand les 3 filles se réveillent, souriantes et plutôt bavardes. La mère de Morgan a préparé des beignets et des fraises pour le petit déjeuner. Morgan demande ensuite si elles peuvent aller jouer dans le parc, juste à côté. La mère de Morgan, Angie Geyser, donne son accord. Elle se souviendra plus tard d'une chose un peu étrange qui s'est passée ce matin-là, juste avant de les voir s'en aller en direction du David's Park. Morgan s'est retournée vers elle pour lui dire au revoir et lui dire qu'elle l'aimait. Dépêche, j'arrive. Je crois que c'est pas une bonne idée, les filles. Je crois pas, allez, viens. Tout va bien se passer. Alors, on va avoir des ennuis. T'avais dit que
J'aurai la caméra. Je te la file dans 1 minute. Allez, traversez, grouillez-vous. Ce qu'Angie ne sait pas, c'est que sa fille a un couteau de cuisine caché sur elle. Un couteau avec un manche en plastique noir et une lame de 13 cm. Sur le chemin menant au parc, Morgan soulève discrètement son manteau et montre à Anissa l'arme blanche. Anissa comprend immédiatement qu'il ne sera plus possible de faire marche arrière et que c'est aujourd'hui ou jamais que leur plan doit être mis à exécution. Anissa tente de cacher ses émotions, mais elle a la gorge serrée, son cœur s'accélère et elle se dit « Mon Dieu, cette fois-ci, c'est pour de vrai. » Nous sommes à l'entrée. Certains refusent de croire que cet homme existe. D'autres n'osent pas prononcer son nom. Mais il est trop tard pour retourner en arrière. On y va maintenant? Tu n'y crois pas pour l'instant. Mais il t'aurait pas appelé si t'étais pas prête. Allez, on y va. Reste près de moi, d'accord? C'est encore loin? J'ai super froid. Arrête de poser des questions, avance. On est presque arrivé. Il adore les petites filles. David's Park est un terrain verdoyant et herbeux, de la taille à peu près d'un pâté de maison. Les filles jouent un moment sur les balançoires. Peyton s'amuse, mais les 2 autres font semblant. Après quelques minutes, elles prennent la direction nord-est pour se rendre aux toilettes publiques du parc. C'est une sorte de petite maison en briques de couleur ocre. D'un côté, il y a une terrasse couverte avec des bancs et des tables en bois qui font face au terrain de jeu. Et à l'autre extrémité, il y a 2 lourdes portes métalliques. Une pour accéder aux toilettes des hommes, l'autre à celles des femmes. Les 3 amis entrent en même temps. L'endroit est moche, voire lugubre. Morgan remarque qu'il y a une grille au sol pour que, éventuellement, le sang puisse s'évacuer facilement. Anissa demande alors à Peyton si elle veut bien s'endormir. Là, dans cet endroit. La demande peut paraître étrange, mais elle a une explication. Anissa a lu sur le wiki des creepypasta qu'il est bien plus facile de tuer une personne lorsqu'elle est inconsciente ou endormie parce qu'on ne peut pas voir son propre visage dans les yeux de sa victime. Elle s'est aventurée seule dehors sur le territoire du démon. Elle n'était pas sous la responsabilité de ces 2 étrangères. Nous nous occupons d'elle plus tard. Peyton refuse la proposition et Anissa perd patience. Elle la frappe au visage. L'arrière de la tête de Peyton frappe violemment le béton, mais le coup n'est pas assez fort pour lui faire perdre connaissance. Puis les choses s'enchaînent très vite. Morgan tend le couteau de cuisine à Anissa, mais rien ne se passe. La tension monte encore d'un cran. Trop de pression, trop de confusion. Morgan craque et dit à son ami « Je ne peux pas, j'ai trop peur ». Anissa demande à Peyton de sortir jouer dehors. Elle s'exécute sur le champ. Pendant ce temps-là, les 2 complices sont à nouveau seuls. Anissa prend Morgan dans ses bras et tente de la réconforter. Chose étrange, presque incompréhensible, lorsque Morgan et Anissa sortent quelques minutes plus tard des toilettes, Peyton est toujours là. Elle n'a pas cherché à s'enfuir. Encore plus bizarre, elle ne demande même pas d'explication sur ce qui vient de se passer dans les toilettes. Anissa propose alors à Peyton de jouer à cache-cache dans la forêt qui se trouve juste à côté. Peyton n'est pas très emballé par la proposition, mais Anissa a un argument qui fait mouche. Si tu joues à cache-cache avec nous, tu pourras choisir le prochain jeu. Alors, on y va
comme si de rien n'était, pour une partie de cache-cache. Anissa entraîne toujours plus loin Peyton dans les bois. On ne voit plus l'aire de jeu, ni les toilettes. Morgan part à leur recherche et retrouve ses amis. C'est à ce moment précis que Morgan tend le couteau à Anissa et lui dit « Tu sais à présent ce que tu dois faire et où il faut frapper. » Mais Anissa, dans un moment de faiblesse, rend le couteau à son ami et s'écrie « Toi, fais-le. Vas-y, déchaîne-toi. » Morgan répond du tac au tac « Je ne le ferai pas tant que tu ne me diras pas de le faire. » Anissa recule d'1 ou 2 mètres et crie « Maintenant !» Morgan se retourne ensuite vers Peyton et lui dit d'une voix faussement apaisante et tremblante « N'aie pas peur, je suis juste un petit chat. » Morgan s'assoit sur les jambes de sa victime pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir, puis elle se rapproche du visage de Peyton. Lentement, sa bouche glisse vers l'oreille droite de sa victime et elle lui murmure « Je suis désolé. » Ensuite, une lame transperce de la peau. Il y a du sang, des cris, de la folie. Morgan va poignarder Peyton 19 fois, perforant son ventre, son foie et le pancréas. Elle passe à quelques millimètres d'une grande artère près de son cœur. Peyton tente de se défendre et hurle « Je te déteste, je te faisais confiance !» Elle perd beaucoup de sang. Elle n'a plus assez de force pour fuir son bourreau. C'est alors qu'Anissa prend les choses en main. Elle attrape Peyton par le bras et l'entraîne encore plus profondément dans la forêt. Puis elle lui dit de se coucher. C'est là, au milieu de nulle part, que ce 31 mai 2014, Morgan et Anissa abandonnent leur ami baignant dans son propre sang. Morgan, pris de remords, se retourne et tente de panser les blessures de la jeune fille avec une feuille d'arbre. Un geste tellement naïf et inutile après ce qui vient de se passer. Voilà, c'est fait. Après plusieurs mois de réflexion, de plans échafaudés, de tentatives ratées, le Slenderman a eu ce qu'il voulait. Les 2 coupables passent par les toilettes du supermarché Walmart du coin pour nettoyer avec de l'eau et du savon le sang qu'elles avaient sur les mains. Que vont-elles faire ensuite? Fuir vers le château du Slenderman? Eh bien non. Les adolescentes errent dans les rues de Waukesha pendant que leur ancienne amie est par miracle toujours en vie. Peyton, à moitié consciente, est sous le choc. Elle se traîne difficilement jusqu'à un chemin en appelant à l'aide. Elle rampe car elle ne peut plus marcher. Elle a reçu 7 coups de couteau aux jambes. C'est un cycliste qui va la trouver gisant sur le bas-côté d'un chemin. Il appelle tout de suite le 911. Les sirènes hurlent à l'entrée du parc. Peyton est emmenée sur une civière. Elle passera 6 jours à l'hôpital. Pendant ce temps-là, Angie, la mère de Morgan, raconte « Je passais l'aspirateur dans le sous-sol et mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, est descendu. Et il m'a dit que la police était ici et qu'il cherchait Morgan. Bien sûr, mon cœur s'est mis à battre fortement et je suis monté à l'étage. Non seulement la police était dans mon salon, mais elle portait un équipement anti-émeute. La petite a quel âge? Elle a pas de papier, je dirais à peu près 10 ans. Traumatisme crânien, poignardé à plusieurs reprises, les vêtements déchirés. Toute seule dans le parc à l'aube, on a signalé sa disparition? Non, pas encore. Le 31 mai, vers 10h du matin, la police de Waukesha déploie les grands moyens pour retrouver les 2 adolescentes. Des patrouilles les cherchent en voiture et un hélicoptère survole la ville. Elles sont finalement interceptées au bord de la route Inter-État numéro 94. Après avoir erré un moment en ville, les 2 meurtrières se sont mises en route pour le manoir de Slenderman, dans la forêt nationale de Nicolet. Courez vite, grouillez-vous! C'est quoi? Qui c'est? C'est lui, ne retourne pas, cours! Courez plus vite! C'est lui!
Elles sont rattrapées par la police au bout de quelques kilomètres à peine. Dans leur sac, on découvre le couteau encore ensanglanté qui a servi à poignarder Peyton Lautner. Elles sont immédiatement placées en détention. Pendant plusieurs heures, 2 policiers interrogent Anissa Weier et Morgan Geyser, séparément, sans la présence d'un avocat. Les forces de l'ordre, effarées, découvrent l'existence de Slenderman. Sur les images des interrogatoires, on voit Anissa et Morgan expliquer avec le plus grand sérieux pourquoi elles devaient tuer Peyton. Elles sont convaincues que si elles ne le faisaient pas, Slenderman s'en serait pris à leur famille. L'un des aspects les plus glaçants de ces interrogatoires, c'est la ferme conviction avec laquelle les 2 gamines expriment ces idées. Pour elles, l'existence de Slenderman ne fait absolument aucun doute. Le plus sérieusement du monde, elles décrivent aux policiers cet homme qui mesure entre 2 et 4 mètres, capable de lire dans les pensées et de déployer ses tentacules. À aucun moment, elles ne cherchent à nier ce qu'elles ont fait. Elles avouent sans détour avoir conspiré et échafaudé un plan pour tuer Peyton Lautner. Les policiers qui les interrogent sont frappés par leur manque apparent d'émotion. Morgan, surtout, ne semble exprimer aucun remords. Pourtant, elle demande aussi plusieurs fois si Peyton va bien et si elle va s'en sortir. Je suis désolée. T'es désolée? C'est tout? Comment t'as osé faire ça? Elle est venue me voir. Maintenant, elle est à l'hôpital. Elle est venue me voir. C'était avant que je sache tout. Pour qu'il arrête. Morgan Geyser et Anissa Weier sont accusés de meurtre au premier degré. Selon la loi du Wisconsin, quel que soit l'âge des prévenus, le meurtre est un crime et ceux qui le commettent doivent être jugés en tant qu'adultes. Si elles sont déclarées coupables, elles risquent chacune 65 ans de prison. Pendant près de 3 ans après leur arrestation, les avocats de Morgan et Anissa essayent de les faire transférer dans un tribunal pour mineurs. Ils multiplient les procédures judiciaires sans succès. Le juge refuse. S'il accepte, Anissa et Morgan pourraient potentiellement être libérées à l'âge de 18 ans. Et ils refusent de prendre ce risque, étant donné la gravité des faits. Anissa et Morgan sont donc bien jugés en tant qu'adultes. Mais c'est alors qu'un nombre impressionnant d'experts et de psychiatres entre en scène. Anissa, comme Morgan, plaident non coupables. Elles seraient toutes les 2 atteintes de maladies mentales. Et effectivement, les experts leur donnent raison. Anissa Weier est atteinte de troubles délirants et de schizotypie. Elle n'a pas la capacité de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Dans le cas de Morgan Geyser, on diagnostique une schizophrénie précoce. La maladie entraîne des hallucinations visuelles et auditives, et là aussi, les patients ont des difficultés à appréhender la réalité. Cette révélation plonge les parents de Morgan dans un certain désarroi. La maladie est connue pour être héréditaire, et le père de Morgan lui-même en est atteint. Morgan affirme avoir des hallucinations depuis qu'elle a l'âge de 3 ans. Finalement, Anissa et Morgan vont toutes les 2 passer des accords avec l'accusation. Elles sont reconnues non coupables en raison de leur état mental et condamnées à être soignées en hôpital psychiatrique. La première sentence à tomber est celle d'Anissa Weier. En décembre 2017, celle qui n'a fait que regarder son amie se faire poignarder est condamnée à 25 ans d'internement. Quelques mois plus tard, le jeudi 1er février 2018, Morgan Geyser est condamnée à son tour. La sentence est plus lourde pour celle qui a porté les coups. 40 ans d'internement. Elle aura au minimum 55 ans à sa sortie de l'hôpital. Lui donner quelque chose que t'aimes, ça sert à rien. Ça suffit pas. C'est nous qu'il veut. Il nous veut. Hélas, cette tentative de meurtre
avec en toile de fond la créature longiligne et sans visage, n'est pas un cas isolé. 10 jours après l'arrestation de Morgan Geyser et d'Anissa Weier, le 31 mai 2014, une femme, la quarantaine, habitant à Cincinnati dans l'Ohio, mais qui a souhaité garder l'anonymat, raconte son histoire sur l'antenne de la chaîne locale WLWT News 5. It was, she had her hood up and she had her, hands covered with the sleeves and the mask. A mother says her daughter attacked her with a knife, and only on WLWT, she shares her fear that an obsession with the fictional boogeyman called Slender Man. Le week-end dernier, dit-elle, alors que je rentrais du travail, j'ai été attaquée par ma fille qui avait dans la main un couteau. Elle m'attendait dans la cuisine et elle portait un masque blanc. Elle avait mis sa capuche et cachait ses mains avec ses manches. Elle ajoute que sa fille, dont la santé mentale était devenue fragile, avait déjà parlé de démons, de folie dans ses écrits et ses dessins. Des écrits dans lesquels elle évoque un certain Slenderman. Elle a même toujours, d'après le témoignage de sa mère, créé un Slenderverse, c'est-à-dire un univers dédié à la créature du net dans le jeu vidéo Minecraft. Heureusement pour la mère, plus de peur que de mal. Les blessures au visage, au cou et au dos ne sont que superficielles. Quant à sa fille, son avenir semble aussi sombre que ses récits. Elle sera arrêtée par la police, puis incarcérée au centre de détention pour mineurs du comté d'Hamilton. Elle dira lors de son interrogatoire « Je ne me souviens absolument de rien ». C'est peut-être cela, le Slenderman, une ligne de démarcation entre la folie et la rationalité, une créature qui stimule notre créativité et qui permet d'imaginer une face plus sombre du monde, un univers que vous fuyez en tant qu'enfant innocent, mais dans lequel vous êtes constamment entraîné à l'âge adulte. Cette analyse permet en tout cas de mieux comprendre le profil psychologique des protagonistes de ces deux faits divers qui ont quelques similitudes assez troublantes. Voyons s'il existe de nouveaux points de convergence avec cette autre affaire de l'année 2014 et qui nous emmène en Floride. Bienvenue à Port-Richey. Was Slenderman a factor in yet another teen's attempt to harm her family? Lily Marie Hartwell of Port Richey, Florida, set her family's home on fire last week. The 14-year-old told police that she was a fan of Slenderman, a fictional character who has been blamed for inspiring 2 other violent acts committed by teenage girls earlier this year. Le 4 septembre 2014, une autre affaire incrimine une fois encore le Slenderman. Cette fois, c'est une adolescente de 14 ans qui est au cœur de cette effrayante histoire. Sorcières! Ce sont des pécheresses! Sorcières, il faut brûler! Non! Non! Nous nous sommes perdus! Non! Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014, elle prépare un sac. Elle emporte des vêtements de rechange, des bouteilles d'eau, des cookies, des couteaux, des briquets et une torche. Elle prend des serviettes et des draps, et elle les imbibe d'eau de javel et de rhum. Ensuite, elle allume sa torche improvisée. Il est environ 1h du matin, et sa mère et son petit frère de 9 ans sont tous les deux endormis dans la maison. L'ado file sans demander son reste, elle se réfugie dans les toilettes du parc public tout proche, et elle s'y endort pendant que sa maison flambe. Regarde-moi. Vers 1h45, la mère sent l'odeur de fumée. Elle réveille son fils, elle le sort de la maison et elle cherche sa fille qu'elle ne trouve pas. La mère et le fils assistent, impuissants et depuis le trottoir, à l'incendie qui ravage leur maison. Le feu est violent, il attaque la maison d'à côté et il faut 17 pompiers pour en venir à bout.
L'ado avoue son crime seulement quelques heures plus tard. Elle envoie un texto à sa mère qui dit « Maman, je suis tellement désolée, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. » Elle demande aussi si personne n'a été blessé. Pendant la conférence de presse qui suit l'incident, Chris Nocco, le shérif en charge du comté de Pasco en Floride, donne quelques éléments de réponse quant à cet acte qui glace le sang. L'ado serait une lectrice assidue de creepypasta.com et des histoires relatives au Slenderman, ainsi que de Soul Eater de Atsushi Okubo, un manga qui parle de meurtre. Elle aurait aussi écrit plusieurs textes dans son journal intime, qui parlent de la tentative de meurtre de Morgan Geyser et d'Anissa Weier. L'un des détectives en charge de l'affaire s'étonne également de l'apparence tout à fait normale de l'adolescente. Elle ne s'habillait pas du tout en noir et elle venait d'une bonne famille. C'est vrai que pour les parents, comme pour les autorités, il serait plus simple que les ados perturbés portent des signes aisément reconnaissables et des marques distinctives. Malheureusement, s'il suffisait de pointer du doigt les gens que nous trouvons étranges pour débusquer les maladies mentales, eh bien ça se saurait. Dans la vraie vie, un esprit perturbé se cache le plus souvent sous l'apparence d'une déconcertante normalité. Regarde-moi, j'ai la preuve, j'ai trouvé la preuve. Personnalité changée, comportement étrange, psychose, troubles mentaux, perte de contact avec la réalité, automutilation, suicide. Est-ce qu'on peut qualifier de dissolution? En clair, ils disparaissent. Après avoir évoqué la légende du Slenderman et ses faits divers dramatiques qui lui sont rattachés, on vous propose à présent de vous livrer quelques impressions subjectives sur nos recherches et l'écriture de cette enquête. La première question que je me suis posée, juste après avoir lâché mon clavier, c'était de me dire si le Slenderman était un bourreau, un vrai salaud, ou peut-être lui aussi une victime de sa propre légende. Car lorsqu'on écoute les jeunes Anissa et Morgan décrire ce qui a motivé cette tentative de meurtre pendant l'interrogatoire avec les enquêteurs de la police, on a l'impression qu'il est le coupable idéal, ou en tout cas un alibi idéal, ce qui évite d'avoir à assumer ses propres responsabilités. C'est un discours que l'on retrouve chez de nombreux criminels, surtout ceux atteints de maladies mentales. Oui, c'est moi qui avais l'arme en main, mais ce n'est pas moi qui ai tué. On m'a dit de le faire. Alors parfois c'est une voix dans la tête, parfois un croque-mitaine de 3 mètres de haut. Depuis qu'on a jeté au début du XXe siècle les bases de la psychologie moderne, on peut appréhender avec beaucoup plus de discernement notre perception humaine de la fiction et de la réalité. Et selon moi, notre prochain grand défi, et le Slenderman n'en est que les prémices, c'est de pouvoir évaluer notre capacité de discernement pour savoir ce qui est du réel ou du virtuel. Nous avons déjà des outils numériques à notre portée et très élaborés, assez en tout cas pour nous piéger. Donc pour moi, ce que souligne indirectement le Slenderman, c'est cette arrivée massive du virtuel dans le réel. Un monde connecté qui joue sur la confusion des genres, sur l'émotivité, sur les apparences et qui, dans sa version la plus sombre, me fait penser à la série Black Mirror. Le docteur en philosophie Francis Métivier dit dans un article très intéressant intitulé « Réel et virtuel, la grande inversion », je cite, « Le virtuel ne peut être que de l'ordre du divertissement conscient. » Je rajouterai, encore faut-il avoir conscience de ce qu'est le virtuel. Et de ce côté-là, les choses n'étaient pas vraiment très claires dans les têtes de Morgan et Anissa. L'autre question que je me suis posée, c'est de savoir à qui appartient réellement le Slenderman. Je veux dire, du point de vue juridique. J'ai donc fait quelques recherches et voici ce que j'ai trouvé. Les droits du personnage appartiennent bel et bien à Eric Knudsen, droit qu'il a cédé en 2016 à la société de production Mythology Entertainment, une société lancée fin 2011 par Bradley Fisher, James Vanderbilt et William Sherrack. Mythology Entertainment possède donc aujourd'hui les droits pour toutes les plateformes, y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et même l'édition. Et si ça se trouve, le Slenderman a peut-être un attaché de presse au sein même de cette société qui s'est associé avec Sony pour sortir en 2018 le film Slenderman. Et pendant le tournage et la sortie du film, eh bien devinez quoi, Sony a attaqué en justice tous les studios, même les plus petits, les indépendants, qui cherchaient à tourner eux aussi un film s'inspirant du célèbre personnage.
Bref, vous l'avez compris, le Slenderman, c'est le cauchemar de tous les enfants, mais aussi des avocats. J'espère que vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. La séance est levée. Voici un petit passage d'un billet intitulé « Slenderman and the Wall of Folk Monsters in the Public Domain » et posté en 2013 par le blogueur Adam Hafbauer. Je cite. Le Slenderman démontre que les principes de la propriété intellectuelle sont potentiellement inadaptés pour aborder ce qui se passe sur Internet. Bien qu'engendré par Victor Surge, le Slenderman a ensuite été créé de manière collaborative par crowdsourcing. Différents groupes et individus ont ajouté ou ignoré des éléments à la figure centrale créée par Surge pour développer une mythologie. Bien que les lois sur le droit d'auteur peuvent couvrir certains usages particuliers du Slenderman, ces lois ne sont pas vraiment applicables à la création originale qui a fait naître ce personnage. Personne jusqu'à présent n'a revendiqué de droit sur lui, mais les choses pourraient changer si une major de cinéma ou une chaîne de télévision décidait de réaliser une production de masse utilisant le personnage du Slenderman. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois sacrifier un objet que tu aimes. Conclusion. Surveillez vos enfants, vos tiroirs de cuisine, vos forêts, vos écrans connectés et prenez vite une bonne protection juridique, car le Slenderman peut encore frapper, tout comme les avocats d'une grosse société à votre porte. Et toi, Anne, comment s'est déroulée cette cohabitation de plusieurs jours et plusieurs nuits avec le croque-mitaine ? D'abord, d'un point de vue strictement créatif, j'ai trouvé ça assez fascinant d'observer la naissance, la vie et la mort d'un personnage issu de la culture d'Internet. Ce genre de phénomène existe quasiment depuis les débuts du web, mais c'est assez rare de pouvoir à ce point dater ses débuts avec autant de précision. C'est beaucoup plus compliqué pour d'autres mèmes, comme le Rickroll par exemple, qui t'envoie un clip de Rick Astley comme toute réponse pour tout et n'importe quoi. Ce qui est frappant avec le Slenderman, c'est l'engouement suscité par ce grand monstre aux grands membres. Un engouement que, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre, mais il faut dire que je ne suis pas non plus une grande fan de films et des histoires d'horreur. Mais c'est assez dingue de voir le nombre d'œuvres que les gens vont créer autour de la figure du Slenderman. Des BD, des jeux, des séries, des dessins et des nouvelles, et même des milliers de sites web, dont la plupart sont d'ailleurs fermés aujourd'hui. Et j'ai même vu sur Internet qu'il y a une ligne de vêtements Slenderman. Amis du bon goût, bonjour. Ce qui est intéressant, c'est que le phénomène Slenderman est porté d'abord par les internautes, par les fans qui lui accordent du temps et de l'attention. Selon plusieurs sites qui parlent du phénomène Slenderman, ça a commencé à s'essouffler à partir du moment où le phénomène est récupéré par le mainstream. Certains font concorder ce moment avec l'apparition de Enderman dans le jeu grand public Minecraft. En résumé, tant que ce sont les fans qui font vivre Slenderman, le phénomène fait boule de neige, mais dès que les adeptes de la première heure ont le sentiment que Slenderman devient trop connu, qu'on les dépossède de leur création, quand il sort de l'underground qu'il a vu naître, alors les fans s'en détournent. Et il semblerait que le dernier clou planté dans le cercueil du phénomène Slenderman, ce soit justement la superproduction sortie par Sony en 2018, un film insipide qui se contente de surfer sur le phénomène sans rien lui apporter de nouveau. Avec plusieurs années de retard sur la fièvre Slenderman qui plus est. Aujourd'hui, le phénomène Slenderman semble être retombé, en tout cas jusqu'au prochain phénomène né sur Internet. Et on est au courant de choses que personne ne sait. Et qu'est-ce qu'on sait? Qu'elle a regardé cette vidéo. On a toutes vu cette vidéo et ça a rien changé. Pendant la rédaction de toute cette histoire, pendant que je passais mon temps à écrire, j'ai surtout ressenti beaucoup de peine et beaucoup de tristesse pour ces 3 jeunes filles dont la vie a été irrémédiablement gâchée. Alors c'est pas la faute du Slenderman, mais je peux pas m'empêcher d'en vouloir à leur entourage. J'en veux en particulier à leurs camarades de classe qui se sont tellement mal comportés avec elles que des sites web semblaient être une source d'échange plus sympa que des êtres humains. L'histoire de Morgan Geyser et d'Annie Sawyer, c'est pour moi aussi l'histoire du harcèlement scolaire et l'histoire de la quête d'amour et de reconnaissance quand on est ado. Ces 2 filles se sentaient tellement seules qu'elles étaient prêtes à tuer quelqu'un pour pouvoir faire partie de quelque chose. Alors évidemment, leur acte est complètement fou et complètement condamnable, mais cette quête d'amour qui en est à l'origine, ça je la comprends.
Je pense qu'on est encore très loin d'une société qui accorde à chacun une place, et l'inclusion, c'est aussi l'un des nombreux défis qu'on n'a pas encore fini de relever. Si vous êtes en possession de toutes vos facultés psychiques, si vous savez faire la différence entre mythe et réalité, alors vous allez pouvoir basculer, si l'envie vous en dit, dans la Slendermania, avec ses quelques références qui devraient toujours être accompagnées d'une lumière allumée ou d'une tisane à la camomille, pour vous calmer. Commençons par les films. Le plus célèbre est sorti en 2018, on en a déjà parlé. C'est le long métrage d'épouvante appelé sobrement Slenderman, réalisé par le franco-américain Sylvain White. Slenderman raconte l'histoire de 4 amies. Elles habitent dans une petite ville paumée du Massachusetts. Pour tromper l'ennui, elles exécutent un rituel visant à invoquer l'humanoïde, même si elles ne croient pas en son existence. Mais la disparition mystérieuse de l'une d'elles va semer le doute au sein du groupe d'adolescentes. Sorti le 10 août 2018 aux États-Unis, le spectateur aurait lui aussi bien voulu tenter un rituel pour tromper l'ennui pendant la séance de projection, mais rien à faire, le film est, comme le disait Anne, insipide et flingué par la presse et les spectateurs. Autre long métrage consacré au Slenderman, Always Watching, A Marble Hornets Story, sorti en 2015 et réalisé par James Moran. Le pitch, des journalistes découvrent une boîte contenant des cassettes vidéo. Sur les bandes apparaissent un personnage sans visage vêtu d'un costume sombre. Il hante et tourmente toute une famille. Peu après, ils réalisent que cette créature les a pris pour cible. Le Slenderman se décline aussi au format fan arts et fan film. Plusieurs jeux vidéo de type survival horror lui sont aussi consacrés, comme Slender, The 8 Pages, sorti en juin 2012, ou Slender, The Arrival, disponible sur PC, mais aussi depuis 2015 sur PlayStation 4 et Xbox One. Enfin, à visionner sur YouTube, le documentaire de 2017, Beware the Slenderman, de la chaîne américaine HBO, et qui revient sur la tentative de meurtre orchestrée par 2 jeunes adolescentes américaines de 12 ans en 2014, Anissa Weier et Morgan Geyser. Et on vous rappelle au passage que le wiki des creepypasta et donc du Slenderman, hébergé sur Fandom, anciennement appelé Wicca, est interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis et dans le reste du monde, et aux moins de 16 ans dans toute l'Union européenne. Cette nuit blanche sur le Slenderman, qu'on aurait pu aussi intituler « De l'ombre à la lumière » est à présent terminée. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en ligne ou nous télécharger sur le site rts.ch, rubrique radio, podcast originaux. Vous pouvez aussi nous écouter sur le compte SoundCloud de Couleur 3 et vous abonner à Nuit Blanche quand vous le souhaitez via Apple Podcast par exemple. Nous sommes aussi disponibles sur l'application de Couleur 3, rubrique émission. Au micro, c'était Anne Flamand et Michael Marquet. À la réalisation, une légende, non pas du monde de la nuit, mais du bruit. Son nom, Franck Pourpris. Traitez-moi comme un être humain. Prochaine Nuit Blanche, prochaine Pleine Lune. Le jeudi 21 mars, nous pousserons les portes d'un manoir hanté par les esprits et le sentiment de culpabilité. Voilà donc une nouvelle histoire vraie, à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais. C'est un gigantesque édifice de 7 étages construit sans ordre ni logique, sur les ordres d'une veuve accablée par le chagrin. L'esprit de Sarah Winchester est aussi tourmenté que sa demeure. Et sa santé mentale nous préoccupe.